Ah, je vous sens intimidé. Vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Ça va bien se passer, promis. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Alexia Sena et mon travail, c'est d'ouvrir des conversations apaisées, constructives, sur le sujet de la différence et surtout sur le sujet de l'inconfort que crée la différence. Donc ça, c'est la version politiquement correcte. Sinon, la version de ma mère, c'est « je t'ai payé des études de finance et maintenant tu vas forcer les gens à parler de sujets dont ils n'ont pas envie de parler ». Je lui dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais cela dit, il y a des gens qui payent pour ça, donc moi je trouve que c'est un métier d'avenir. Donc voilà, je crée des conversations et je fais ça à travers un podcast qui s'appelle Joyeux Bazar, qui parle de double culture. Et je forme, je sensibilise et j'accompagne les entreprises sur ces questions-là aussi. Alors, ce soir, on parle de racisme. Chouette programme. Vous êtes contents d'être là, non? Ouais, je sais. Vous vous dites, on va s'en prendre plein la tronche. On a l'intervenante qui est une femme noire avec des cheveux crépus. Enfin, vraiment, c'est clair qu'on va s'en prendre plein la tronche. Donc, je vous rassure, ça va bien se passer encore une fois. Donc, on va parler de racisme. Et d'ailleurs, en parlant de racisme, je vous regarde un peu. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Non, je ne sais pas si c'est assez subtil mon truc ou... Non? Je veux dire, qu'on soit en extérieur, en intérieur, force est de constater que vous êtes tous blancs. On va être inclusif. Vous êtes toutes et tous blancs et blanches. On est inclusif. Vous voyez un peu le sujet. Et donc, ne débranchez pas tout de suite. Je sais que c'est malaisant, mais... et là, vous vous dites, alors attends, elle est en train de nous dire qu'on est tous blancs, on parle de racisme, elle est en train de faire un raccourci. Non. Si vous êtes tous blancs, ou presque tous blancs, c'est pas parce que vous êtes raciste. Ok, c'est pas du tout ça que je veux dire et c'est pas du tout ça que je pense. Et d'ailleurs, on va définir ce terme racisme, comme ça on va se mettre d'accord. Si je vous dis le racisme, c'est ça, une grande partie d'entre vous, je crois, j'espère, va dire ça, c'est pas exactement mon délire. Okay, vous allez dire, moi j'ai appris à l'école que les races, déjà, ça n'existe pas quand on parle d'êtres humains. Peut-être même que vous allez me dire, j'ai un ami noir. Bon. Si je vous dis... Si je vous dis que le racisme, c'est aussi ça, peut-être que là, il commence à y avoir des trucs qui vous viennent. Peut-être que là, vous vous dites, ah oui, c'est vrai que Jean-Mi, il aime bien imiter l'accent africain à côté de la machine à café. C'est vrai que l'autre jour, j'ai dit à Samira, hey, il y a du couscous aujourd'hui à la cantine, ça va te faire plaisir. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que quand on fait un after-work, tout le monde court après Marie en lui disant, viens danser parce que tu as ça dans le sang, montre-nous comment tu fais. Donc vous voyez que selon la définition, et en fait les deux sont vraiment, alors j'aurais dû vraiment citer vraiment le Larousse et tout, mais les deux sont vraiment, enfin c'est les deux définitions du racisme. Donc vous voyez bien que selon la définition qu'on choisit, le cerveau il réagit pas de la même manière, ok? Il y en a une qui dit, t'es en train de dire que je suis une personne raciste, et il y en a une qui dit, ah les comportements racistes, peut-être que ça m'arrive de temps en temps. Et donc vous êtes très nombreux, j'ai pas le temps d'aller vous voir chacune et chacun pour demander si vous êtes une personne raciste, je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire sans vous connaître, c'est que vous avez certainement, souvent, tous les jours, des comportements ou des réflexes racistes pour la simple et bonne raison que nous en avons toutes et tous, pour la simple et bonne raison qu'ils reposent sur des stéréotypes racistes dont la société est complètement imprégnée. On va définir stéréotype aussi. Un stéréotype, alors ce que je trouve intéressant dans cette définition, la première chose, c'est la notion d'idée préconçue, parce qu'évidemment, quand on dit que les Asiatiques sont travailleurs, personne, on parle de quelques milliards de personnes quand même, hein, et personne n'est allé les compter, vous savez, un à un, une à une, et leur parler pour mesurer qu'effectivement ces personnes-là sont plus travailleuses que la moyenne des êtres humains. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on considère que tous ces gens-là forment une masse homogène, donc on leur nie une espèce de droit à la singularité, à l'altérité, à l'hétérogénéité. On dit non mais ils sont tous pareils, tu vois, j'en ai connu un, je peux te dire que c'est tous les mêmes. Bon. Et l'autre chose, c'est que le stéréotype, c'est une idée qui est répandue. C'est hyper important ça, parce que quand on parle de stéréotype, au-delà du fait que vous soyez d'accord ou pas avec le stéréotype, vous l'avez en tête. Si je vous demande des stéréotypes sur les femmes, sur les blondes, sur les asiatiques, vous en avez qui vous viennent, au-delà du fait que vous soyez d'accord ou pas avec. Vous les avez entendus à la publicité, vous les avez entendus à la télé, vous les avez entendus autour du poulet du dimanche dans vos familles, enfin, donc on les a tous, en fait, ces stéréotypes-là. Et je dirais même plus loin, je dirais que notre société aujourd'hui, elle est accro aux stéréotypes, elle en a besoin. Un stéréotype, c'est hyper utile, en fait. Alors c'est utile d'un point de vue individuel, parce que sans ça, si notre cerveau ne fait pas un peu des raccourcis, il n'y arrive pas, il a trop de données à gérer, mais c'est aussi utile pour nous en tant que société. Le stéréotype, il permet de justifier un certain nombre de choses. Okay, donc là, l'image que vous voyez, c'est anthropologique de
1904, il y a un truc qui se passe, en marge des Jeux Olympiques de 1904 aussi, et où on était allé chercher donc des personnes aux quatre coins des empires coloniaux pour venir concourir avec des personnes blanches dans le but, assumé, de prouver la supériorité de l'homme blanc. Donc évidemment, quand on arrive à prouver cette supériorité, c'est sûr que c'est plus simple de justifier le fait ensuite d'aller coloniser des peuples à l'autre bout du monde. Les stéréotypes, ils nous permettent aussi d'avoir une super idée de nous-mêmes, parce qu'effectivement, que seraient ces pauvres enfants indiens voués à un destin de misère, d'ignorance et de malheur, s'il n'y avait pas Patrick Swayze pour les sauver, et tant qu'à faire, dans une chemise blanche impeccable, sur un torse hâlé. Avouez que toute ressemblance avec des contemporains est parfaitement fortuite. Le stéréotype, ça sert aussi à créer des sentiments d'appartenance et à rassembler. Okay ? On a tous, parmi nos nombreux biais cognitifs, un biais qui s'appelle le biais d'endogroupe, qui veut que, on se rapproche des personnes qui nous ressemblent, en tout cas qu'on perçoit comme nous ressemblant, et que nous, le clan des personnes qui se ressemblent, on se sent quand même vachement mieux et beaucoup plus swag que le clan des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc, ça permet aussi de se faire élire, c'est une autre histoire. Et le stéréotype, enfin, il permet aussi de maintenir notre train de vie en tant que société. Le fait que dans certains métiers, les lignes hiérarchiques suivent comme par hasard les lignes raciales, ça permet, c'est ce qu'on observe, une surreprésentation de personnes non blanches dans le métier de nounou, dans le métier de caissier-caissière, dans les EHPAD, à l'arrière des camions poubelles, etc. Donc si vous prenez une demi-seconde pour imaginer ce que ça donnerait si on décidait de rééquilibrer ça, de rééquilibrer racialement ces secteurs-là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont changer. Et à mon avis, il va falloir augmenter drastiquement le SMIC. Donc, les stéréotypes, ça sert à plein de choses. À ce stade, vous vous dites peut-être, ok, d'accord, on a compris, on est pétri de stéréotypes comme tout le monde, évidemment, mais finalement, c'est pas parce que dans mon office du tourisme, il y a que des personnes blanches, par exemple, que si on a un touriste non blanc qui arrive, on va mal le traiter, ok ? Il y a pas forcément une corrélation entre le stéréotype et le comportement. Et c'est le moment où je vous parle de l'expérience de Lapierre. Richard Lapierre, chercheur américain, dans les années 30, se dit « je vais faire une expérience, je vais sillonner les États-Unis en accompagnant un couple de touristes d'origine chinoise ». À ce moment-là, dans les années 30 aux États-Unis, il y a une espèce de haine anti-chinois qui est extrêmement forte. Et donc, il envoie un peu ces gens-là, comme ça, en pâture. Il n'est pas trop loin, quand même, pour regarder. Et ce couple visite 250 établissements à travers les États-Unis. Je suis désolée, c'est pénible, non, pour vous ? Plus de batterie ? C'est peut-être ça. Bon. S'il y a des choses à changer, vous pouvez venir m'appareiller, me désappareiller, tout ça, je veux bien. Sinon, je continue. Donc, ils visitent 250 établissements, des hôtels, des restaurants, et ils sont très bien reçus partout. Il y a un endroit où ils sont mal reçus, mais sinon, ils sont très bien reçus. Une fois qu'ils reviennent, 6 mois plus tard, Richard Lapierre envoie un questionnaire à ces 250 établissements en leur demandant, entre autres, est-ce que vous seriez enclin à recevoir une clientèle d'origine chinoise dans votre établissement ? Sur les 128 établissements qui répondent, il y en a 92% qui disent « c'est hors de question, nous ne tolérons pas ces gens chez nous, on ne veut surtout pas les avoir ». Et donc Richard Lapierre, dans cette étude qui est devenue fameuse, qui s'appelle « Attitude versus comportement », dit vous voyez, c'est pas parce qu'il y a stéréotype qu'il y a passage à l'action. Et moi, j'ai envie de dire, ok, il n'y a pas passage à l'action, mais il y a stéréotype quand même. Donc, qui ne vont pas forcément avoir comme impact un passage à l'action au sens « je vais être mal reçu », mais qui peuvent avoir quand même d'autres impacts, et des impacts plutôt tangibles. La première chose que ça va créer, c'est que quand je vais venir visiter votre office du tourisme, il n'y a personne qui me ressemble. Oui, c'est une vraie photo d'un vrai office du tourisme. Peut-être que certaines parmi vous sont ici, ne le prenez pas personnellement. Mais ça veut dire que quand j'arrive, en termes de représentation, il n'y a personne qui me ressemble. Violence symbolique. L'autre chose que ça peut créer, ça veut dire que dans vos campagnes de promotion de destination, personne ne me ressemble non plus. L'autre chose encore que ça peut créer, c'est que dans les histoires qui sont racontées autour des destinations, il y aura des histoires qu'on n'entendra jamais, ou qu'on entendra très peu. À côté d'un récit dominant, les autres histoires qui peuvent être intéressantes pour moi, parce que c'est une partie de mon histoire et ça a du sens pour moi, mais pour les autres aussi, parce que finalement c'est un patrimoine commun, l'histoire avec un grand H, c'est quelque chose qu'on partage, ces histoires-là, peut-être qu'on les entendra insuffisamment. Et une autre conséquence, c'est que
s'il m'arrive quelque chose, si je suis victime, par exemple, d'une discrimination dans un hôtel, dans un restaurant, et que naturellement je me tourne vers mon office du tourisme pour reporter ça, peut-être que je vais me sentir déjà un peu intimidée, peut-être que je vais avoir du mal à expliquer, à me faire comprendre, parce que les personnes de l'autre côté n'ont pas forcément ce vécu-là. Attention, je ne suis pas en train de dire que pour recueillir une plainte ou juste une parole de personne qui est victime de racisme, il faut l'avoir vécu soi-même, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je dis que la probabilité que je me sente encouragée à le faire, que je sois comprise, est statistiquement peut-être un peu plus faible. Donc il y a quand même des conséquences assez tangibles, sans parler tout de suite de passage à l'acte et de violence. Et donc, à ce stade, vous dites maintenant qu'elle nous a bien plombé l'ambiance, on fait quoi concrètement ? Alors la prochaine slide, cette slide, est volontairement un peu chargée pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut faire à différents niveaux, individuels, collectifs, institutionnels, etc. Il existe des choses. Okay ? La liste n'est pas exhaustive, mais c'était juste pour vous donner des petites idées, des pistes, des envies, ce que vous voulez. Je peux être, à partir d'aujourd'hui, un témoin agissant ou agissante, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose dont je suis témoin, sans me mettre en danger moi-même, évidemment, je décide d'agir. Alors agir, ça va de lever les yeux au ciel pour signifier quand même, de manière non verbale, que ça ne me va pas, à dire « ta blague est complètement inappropriée ». Mais je décide de faire quelque chose. Ça peut être ouvrir ces fameuses conversations malaisantes mais essentielles comme on est en train de faire ce soir. Ça peut être examiner mes stéréotypes. Qu'est-ce que je pense de ces gens-là ? C'est juste moi et moi-même, il n'y a personne qui vous juge. Mais se poser dessus, se dire « mais c'est quoi en fait les idées que j'ai et d'où elles me viennent ?» Écoutez pour de vrai, quand quelqu'un fait ce trajet très long de traverser tout le couloir pour venir vous dire « mais tu sais, j'ai l'impression que dans l'équipe, il y a un truc et tout », il me regarde. On verra après si la personne exagère. Pour l'instant, on lui dit « Bernard, assieds-toi, prends un verre d'eau, raconte-moi. Okay » On commence par l'empathie, on cherchera la vérité plus tard. Recruter différemment, qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne viennent pas chez nous ? Peut-être qu'il faut remonter d'un cran et regarder les filières scolaires. Et là, vous dites « ouh là là, mais là, ça commence à être… » Mais vous êtes les institutions. Il y a peut-être le pouvoir de réfléchir, de commencer à réfléchir à ces questions-là. Est-ce que je cherche à représenter davantage un certain type de public ? Je crois qu'il y a un atelier là-dessus sur la représentation demain. Est-ce que je m'adresse à ces personnes-là en leur demandant comment elles veulent être représentées, quelles histoires elles veulent voir raconter ? Soit je leur demande leur avis, soit je passe par exemple par des influenceurs ou des influenceuses qui ont un meilleur… qui sont plus proches en fait de ces communautés-là et qui vont pouvoir me remonter ces informations-là. Est-ce que je joue aujourd'hui pleinement mon rôle de référent discrimination en tant qu'OGD, ce qui, encore une fois, n'est pas une question d'intention, on n'est pas là pour dire qu'on est une bonne et une mauvaise personne, mais quand on parle de référent discrimination, ça veut aussi dire être formé, par exemple. Donc je vous ai fait une liste, voilà, de petites choses. Vous avez peut-être reçu des papiers en entrant ici, et là il y a des gens qui disent « mais pourquoi moi j'ai pas reçu de papier ?» Je vous rassure, c'est des papiers blancs. Les bénévoles, l'équipe de Pau a joué beaucoup du massicot, donc je vous invite à prendre ces petits papiers et à écrire ce qui pour vous pourrait être un prochain petit pas dans la galaxie de tout ce qu'on vient de se dire là. Quelque chose que vous pourriez mettre en application dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, à votre niveau, à vous. Et si vous n'avez pas reçu le petit papier, parce qu'apparemment il n'y en avait pas assez, vous avez des téléphones et vous pouvez les utiliser à cet escient-là. Et c'est pas la peine de continuer à me regarder, il faut vraiment écrire, et c'est pas fini non plus, mais applaudissez-moi, j'aime bien, allez-y. Ça flatte l'ego, je veux bien, je prends ça. Non mais, c'était pas du tout la fin, mais c'est que, en fait, quand je dis écrivez, je vous laisse le temps, je vous laisse vraiment le temps. C'est ça, vous n'avez pas l'habitude, en fait, quand on vous laisse vraiment le temps pour écrire. Donc prenez vraiment le temps et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais faire, qui changerait la donne à mon niveau, dans la liste ou hors de la liste. Vous avez peut-être des idées. Et tant qu'à faire, pendant que vous écrivez, je vous en remets encore une et je vous propose aussi un challenge. J'ai beaucoup parlé de conversation. C'est compliqué de traiter un sujet dont on n'arrive même pas à parler. Vous savez, si on n'arrive pas à prononcer même le mot, ça commence à être compliqué en fait de traiter le sujet. Donc ce que je vous invite à faire la semaine prochaine, c'est d'ouvrir une conversation sur notre sujet du jour avec quelqu'un. Vous pouvez déjà penser à cette personne et écrire aussi son nom sur le petit papier. Alors, comment on ouvre une conversation ? Parfois, il nous manque l'accroche. Là, vous l'avez tout trouvé. La semaine dernière, j'étais à Pau. Il y a une nana qui est venue, elle a parlé de racisme. Et dans ce que j'ai dit, il y a forcément des choses qui vous ont choqué, qui vous ont agacé, qui vous ont fait rire, qui vous ont surpris ou surprise, etc. Donc, vous en piquez une et vous lancez la conversation là-dessus. Et vous dites « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?»
et voilà, vous avez votre petit badge, je lance des conversations inconfortables, mais essentielles. Et pour finir, je veux vous parler de Steve Davis. Steve Davis, c'est ce jeune homme à la casquette, on est en 97. Steve Davis, c'est un fervent supporter de l'équipe de West Ham United. Il y a des week-ends où il fait 600 km en voiture pour aller voir un match de son équipe. Ce jour-là, West Ham joue contre Oxford Football Club, et il n'est pas content parce qu'il ne joue pas bien du tout. Donc Steve, il est, vous savez, c'est cette époque où on pouvait aller voir un match de foot et être à 2 mètres du terrain. Il n'est pas content, donc il n'arrête pas de râler. « Et toi, numéro 5, qu'est-ce que tu fais là ? Mais qui a fait rentrer ce numéro 14 ?» Il en peut plus. Et à un moment, l'entraîneur, chemise à carreaux ici, se tourne vers lui et lui dit « Fiston, tu joues aussi bien que tu parles ?» Et là, ni une ni deux, il lui fait sauter les barrières, il lui demande sa pointure, il lui enfile un maillot et Steve Davis rentre sur le terrain. Et il joue donc pour son équipe de cœur, son équipe de sa life, quoi. Et c'est une histoire vraie que vous trouverez sur Internet. Et il marque un but. Oui. Pourquoi je vous parle de Steve Davis ? Parce que ce qui lui est arrivé, on est d'accord, ça arrive une fois dans la vie. Enfin, c'est quand même un truc incroyable. Il a eu l'occasion de passer de « je suis un fervent supporter, toute ma vie c'est ce club-là » à « je rentre sur le terrain et je fais la différence ». Et bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer de « je ne suis pas raciste » à « je suis entièrement, pleinement, outrageusement, fièrement antiraciste ». Merci.